Merci Corinne. Nous allons passer la parole à Jean-Paul Paulin pour une dernière intervention. Jean-Paul Paulin qui est professeur émérite à l'Université d'Orléans, économiste, et qui va donc nous donner un petit peu le regard de l'économiste sur ces questions. Merci. Merci Madame la Présidente. Oui, alors le regard de l'économiste, c'est un peu compliqué parce que, en fait, ce terme de vulnérabilité ne fait pas trop partie du vocabulaire des économistes. On emploie le terme de vulnérabilité éventuellement pour éviter d'employer trop souvent le terme de fragilité, par exemple, et j'ai bien noté que c'était une grave erreur, puisqu'il ne faut pas confondre vulnérabilité et fragilité. Mais en fait, au fond, ce qui est sûr, c'est que ce terme de vulnérabilité n'est pas un concept pour les économistes. Les économistes parlent plus volontiers d'instabilité, parlent de défaut de coordination, parlent, oui, d'instabilité des marchés, de sous-optimalité, mais c'est vrai que vous pouvez regarder n'importe quel dictionnaire d'économie, vous ne trouverez pas d'entrée relative à la vulnérabilité. Alors ceci pour, je crois, deux raisons. C'est que les économistes analysent ces problèmes d'instabilité du système économique et partant éventuellement des vulnérabilités sociales, des instabilités sociales, à partir de deux propositions. La première de ces propositions consiste à dire que l'objectif de l'économie, l'objectif de l'économie comme science et l'objectif de l'économie, une économie considérée, c'est d'atteindre la maximisation des intérêts individuels. La maximisation des intérêts individuels additionnés, si vous voulez, ou agrégés. Donc, première proposition, l'optimum pour l'économiste, c'est ça, c'est cette maximisation des intérêts individuels. Seconde proposition, pour atteindre cet optimum, le marché, les jeux de marché sont sans doute la meilleure des solutions. C'est en laissant jouer les marchés qu'on devrait arriver à cet équilibre général de l'économie qui est en même temps un optimum. En conséquence, pour les économistes, je dois préciser quand même, les économistes orthodoxes, ou le courant dominant en économie, les fragilités, les vulnérabilités se ramènent à des imperfections de marché. Et la solution, ça consistera, pour réduire ces vulnérabilités, à réduire ces imperfections. Ce qui n'est pas rien, parce que ces imperfections de marché, elles sont nombreuses et elles sont compliquées. On cite les phénomènes d'asymétrie d'information, c'est-à-dire le fait que dans un échange, il y a souvent un des échangistes qui en connaît plus que l'autre, ce qui est généralement le cas, par exemple, dans les échanges financiers. On cite le monopole naturel, qui est que, du fait des économies d'échelle, on en arrive à avoir sur un marché, pour que le marché soit efficace, une seule entreprise, ce qui la met évidemment en situation de monopole. On cite, et de plus en plus, ce que l'on appelle les externalités, c'est-à-dire le fait que les actions des uns ont un impact direct sur les actions des autres. La pollution, je produis et dans mon intérêt propre, et ceci a évidemment une incidence sur les autres, et il n'y a pas de marché possible où les uns et les autres s'échangeraient, mettons, des droits à polluer. En tout cas, la solution est compliquée à générer, si tant est qu'elle puisse avoir du sens, ce qui effectivement a du sens dans certains cas. Donc, dans tous ces cas, il y a nécessité de l'intervention de l'État,
Mais il faut bien voir que l'État intervient ici, au fond, lorsque le marché échoue. Dans les autres cas, la solution naturelle, ce sera le marché. Lorsque vraiment ça n'est pas possible, on peut imaginer des taxes, par exemple pour compenser la pollution, ou au contraire des subventions lorsqu'il y a des externalités positives, l'inverse de la pollution. L'administration de prix, la prise en charge de certaines activités parfois, ou la production d'informations qui est par excellence un bien public pour des raisons que je n'ai pas le temps de développer. Bon, cette conception des vulnérabilités me paraît très réductrice ceci parce que les deux propositions que je viens d'évoquer sont elles-mêmes exagérément restrictives. Pour deux raisons. D'abord parce qu'il est difficile de ramener l'optimum à une simple maximisation des intérêts individuels, parce que les individus ont des besoins éthiques, ont parfois de l'altruisme, et que, par exemple, les inégalités les intéressent, et au demeurant, les inégalités sont parfois un problème posé pour l'efficience. De plus en plus, il y a des papiers qui démontrent que plus d'inégalités égale moins de croissance. On peut imaginer de considérer des utilités dans lesquelles l'altruisme interviendrait. Mais ce n'est sans doute pas suffisant. Au-delà des simples sentiments ou motivations individuelles, les individus ont sans doute des idéaux, ont sans doute des objectifs qui dépassent l'addition des intérêts particuliers. En d'autres termes, il doit exister un intérêt général qui ne se réduit pas à la simple expression des utilités individuelles, même si elles peuvent l'englober. Le fait que l'on puisse contester, par exemple, la légitimité de l'État ou la capacité de l'État à servir cet intérêt général ne suffit évidemment pas à en nier le principe. D'autre part, dans le prolongement de cette première critique, il faut observer qu'une grande partie de la coordination entre les agents, cette coordination que les orthodoxes laissent au marché, une grande partie de cette coordination se fait en réalité autrement. Elle se fait, par exemple, par le biais d'institutions, par le biais de croyances, par le biais de représentations, c'est-à-dire au sens de Bachelard des idéologies. Et tout ceci concourt effectivement à créer un lien entre les individus qui les amène à se coordonner. Donc, la coordination n'est pas que le fait des marchés, elle intervient aussi par le biais d'institutions diverses et variées. Et quand je parle d'institutions, j'y mets aussi bien l'entreprise que les administrations, que les associations, etc. Donc ces institutions établissent une médiation entre les agents économiques, et ceci a plusieurs propriétés. La première, c'est que vous pouvez ainsi enrichir l'ensemble des échanges possibles, l'ensemble des coordinations possibles. Parce que dans les institutions, il y a des contrats implicites, des contrats qui sont souvent non écrits, en tout cas qui sont en partie non écrits, et que ceci permet de fait des opérations et des échanges que le marché, lui, ne peut pas réaliser parce que sur le marché se nouent des transactions, des échanges qui sont éphémères et qui sont adossés à des contrats en bonne et due forme. Donc, première chose, les institutions peuvent faire des choses, et notamment résoudre les problèmes que j'évoquais tout à l'heure, résoudre les problèmes que le marché ne sait pas faire. Ensuite,
les institutions peuvent amener les agents à coopérer. Donc il ne s'agit pas seulement de les mettre en concurrence, parce qu'on démontre que des solutions de pure concurrence, que l'on peut appeler solutions non coopératives, ces solutions non coopératives sont de façon très générale moins bonnes que les solutions coopératives. Or, une institution, c'est fait pour coopérer. Troisième point, dans les institutions peuvent se nouer des engagements durables parce que les institutions ont une mémoire que les marchés n'ont pas. Et donc, cela signifie que les parties prenantes de ces institutions peuvent prendre entre eux des engagements qui parviendront là aussi à des gains d'efficience, par exemple en les amenant à faire ce que l'on appelle des investissements spécifiques, qu'il s'agisse d'investissements financiers ou d'investissements, comme on dit, en capital humain. Il est clair que j'accepterais de me former, par exemple, ou j'accepterais d'investir dans une entreprise que si je suis en confiance, que si j'ai l'assurance que cette institution garantit les investissements spécifiques que je fais. J'ajoute, et c'est sans doute le plus important, que les institutions se créent, s'organisent et opèrent en fonction d'objectifs que sous-tendent des valeurs, et les institutions créent des valeurs. Une entreprise, ça ne crée pas seulement des biens et des services, ça crée aussi des valeurs. Les gestionnaires, d'ailleurs, font grand cas de l'idée de culture d'entreprise, qui est au fond ce lien qui existe entre les parties prenantes de l'entreprise. De sorte que les institutions ne sont pas seulement des facteurs possibles d'efficience économique, elles sont aussi créatrices de liens sociaux, et c'est ce lien social qui, tout à la fois, enrichit les capacités de coordination et produit de la cohésion sociale, donne du sens aux actions individuelles et, au-delà, donne du sens à des motivations purement économiques. Cela dit, mon propos n'est pas de critiquer la science économique orthodoxe à laquelle j'appartiens, au moins pour partie. C'est vrai que ce courant dominant de la science économique a une vision trop marchande, sans doute, et surtout, elle n'est pas capable de penser les liens entre l'économie et les autres dimensions du système économique et social. Mais mon souci reste quand même de m'interroger sur les réponses qu'on peut apporter à toutes les manifestations de ces vulnérabilités, que je n'ai pas à citer parce qu'elles ont été largement citées précédemment. J'ai en tête, pour l'essentiel, les déchirures de la cohésion sociale. Alors, pour résoudre le problème, faut-il seulement réduire des imperfections de marché, par exemple en déréglementant certaines activités, en assouplissant certaines dispositions de notre droit, pour rendre plus flexibles les processus de production, pour éliminer des rentes de situation, ou pour réduire, par exemple, le coût de la protection sociale, en espérant que tout ceci relance l'activité économique, favorise l'emploi, particulièrement l'emploi des populations exclues, et finalement, une meilleure intégration. En caricaturant, mais en caricaturant à peine, les propos d'un jeune ministre à la mode, au fond, est-ce que la solution consiste à faire en sorte que chacun puisse devenir auto-entrepreneur et, mieux encore, chauffeur chez Uber? Ou bien je tiens ces propos en direct du ministre lui-même. Ou bien faut-il au contraire chercher à consolider
et donc à reconstruire une cohésion sociale qui a été ébranlée, on le sait, par la crise financière, par la perspective de croissance plus faible, par la croissance des inégalités, par la mondialisation, et on peut en rajouter autant qu'on veut. Les solutions alors sont du côté de la réduction des inégalités, d'une relance de la mobilité sociale, du renforcement des solidarités, ce qui est évidemment une solution complètement différente. Ce qui fait appel, à l'occurrence, à des réformes du style amélioration, ou plutôt recomposition de la politique éducative, de la politique du logement, qui sont sans doute les deux plus graves échecs français de ces 40 à 50 dernières années. Mais il convient aussi de faire revivre les notions d'intérêt général, de service public, de contrat social, de réhabiliter les interventions économiques de l'État, c'est-à-dire de cesser d'en faire un épouvantail, mais également de repenser la pertinence et les formes qu'elles revêtent. Alors, on objectera évidemment que ces deux solutions ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Elles ne sont pas nécessairement contradictoires. Remédier à certains dysfonctionnements des marchés, les libérer de contraintes inutiles en éliminant au passage des rentes de situation, ça exclut évidemment pas que l'on puisse en même temps prendre des mesures pour promouvoir une plus grande équité, une meilleure intégration. C'est une évidence, mais en même temps, je voudrais attirer votre attention sur le fait que la portée de cet argument n'est pas considérable. D'abord parce que lorsque vous recherchez la flexibilité, vous voulez donner plus de poids aux ajustements de marché, ce n'est pas vraiment de nature à renforcer un contrat social qui fait appel au sentiment de sécurité et de confiance. Au passage, je m'étonne que certains économistes qui ont beaucoup écrit ces derniers temps sur l'idée de confiance appliquée de façon générale au fonctionnement de l'économie, et plus particulièrement au cas de l'économie française, on retrouve ces économistes dans les soutiens de la loi sur le travail. Alors, ils présentent ça de façon assez habile en disant oui, on va permettre le licenciement plus facile pour qu'il y ait plus de CDI. Alors, le jeu sur le paradoxe est intéressant, mais enfin, là aussi, il y a des limites. Mais surtout, je voudrais vous convaincre que l'extension de la place des marchés, la stimulation de la concurrence peuvent être potentiellement en conflit avec la fonction d'intermédiation exercée par les institutions. Je vais prendre pour cela l'exemple de la concurrence dans l'industrie financière, dans l'industrie bancaire. Ceci, un, parce que c'est mon champ en principe de compétence, et deux, parce que le problème a été très bien documenté à la fois théoriquement et empiriquement. Quand vous mettez en concurrence, enfin d'abord, que font les institutions financières, c'est-à-dire les intermédiaires financiers, c'est-à-dire concrètement les banques, que ne font pas les marchés? Les banques, elles jouent un rôle différent en ce sens qu'elles produisent d'abord de l'information sur leurs emprunteurs. Elles les contrôlent, elles lissent dans le temps les conditions de crédit et elles nouent des relations durables, stables si possible, avec leur clientèle. C'est même, au fond, cette relation de clientèle qui est la caractéristique principale de l'intermédiation financière. Alors que sur les marchés, je répète, se réalisent des opérations qui sont ponctuelles, anonymes et décentralisées. Or, cette différence, elle est capitale. D'abord parce qu'elle conditionne l'horizon des firmes et par conséquent le comportement du système économique. La myopie des marchés financiers, elle est souvent mise en cause parce qu'elle contraint les stratégies des entreprises en les obligeant à se focaliser sur des objectifs de court terme. Elle décourage les investissements à maturité longue, elle freine l'innovation qui demande à la fois du temps ainsi qu'une certaine tolérance à l'échec. Mais plus encore, cette myopie fait obstacle aux engagements réciproques durables des différentes parties prenantes de l'entreprise que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire les salariés, les actionnaires, les fournisseurs, les clients.
Alors qu'à l'opposé, les financements intermédiaires, parce qu'ils reposent, comme je le disais à l'instant, sur des relations de long terme, offrent aux entreprises un horizon plus distant et rendent possible des coopérations entre parties prenantes dont on voit bien aujourd'hui, lorsqu'on analyse l'emprise des marchés sur les entreprises cotées, mettons les entreprises du CAC 40, que ces coopérations sont très faibles. Rémi Basillier en parlera demain. C'est-à-dire que l'intermédiation financière s'accorde mieux avec des systèmes sociaux qui garantissent une plus forte protection de l'emploi. Mais pour que ceci soit possible, il faut évidemment que les intermédiaires financiers eux-mêmes puissent disposer, ne soient pas soumis à l'emprise du court terme, qui les empêcherait de valoriser dans le temps leurs relations de clientèle. En d'autres termes, il faut qu'elles disposent d'une marge nécessaire, d'un pouvoir de marché qui soit suffisant pour réaliser des investissements en information, les péréquations tarifaires dans le temps que j'évoquais et qui distinguent justement leur fonction de celle des marchés. Oui. Cet exemple se transpose aisément, comme vous l'avez compris, à d'autres secteurs, puisque la concurrence, la constitution de nouveaux marchés, ou l'extension du poids des marchés, affaiblit les médiations qui sont opérées par les institutions, et c'est notamment ce que l'on désigne aujourd'hui sous le terme d'ubérisation de la société, qui consiste à mettre en relation par le biais de plateformes des producteurs et des consommateurs de biens et de services, ce qui court-circuite les intermédiaires. Or, il faut bien voir, au risque de me répéter, qu'au-delà de leur fonction d'assemblage et de coordination, les intermédiaires ont le pouvoir de construire et de porter des valeurs qui dépassent la seule expression des intérêts individuels. Il serait évidemment trop naïf de dire que les institutions ne recherchent que l'intérêt général ou que le bien commun, pour prendre une expression qui redevient à la mode et qui a failli être employée, me semble-t-il, par les différents intervenants avant moi. Je comprends bien que les marchés ne sont pas le lieu où se dissolvent tous les liens sociaux, mais il n'empêche que, et puis d'ailleurs, je dois rajouter que certaines, il n'est pas question pour moi non plus de m'opposer à des évolutions qui sont inéluctables, sauf que ces évolutions, elles peuvent être régulées, elles peuvent être préparées, et même elles peuvent être compensées. Je ne vais pas développer là aussi l'exemple, puisque la présidente va m'embêter, mais le cas du compte personnel d'activité est un cas extrêmement intéressant. C'est-à-dire, on va redonner des droits sociaux. Alors, dans quelles conditions, ça reste à voir, et il y a beaucoup à faire dans ce cadre, mais on va redonner des droits sociaux, alors que les évolutions, enfin, pour des individus, et aux individus directement, à un moment où précisément l'emploi, l'activité se recompose. C'est-à-dire qu'on peut, par ce biais, sauvegarder le contrat social. Bon, il reste que vouloir ramener aujourd'hui les vulnérabilités à des imperfections de marché et vouloir les traiter comme telles, c'est tout simplement dérisoire, si ce n'est contre-productif. Les solutions au déchirement de la cohésion sociale doivent être plutôt recherchées dans la redécouverte de valeurs communes, la réduction des inégalités, je le répète, l'extension des droits des salariés et la remise en cause de la financiarisation excessive de nos économies. Alors je voulais conclure par 3 questions, donc je ne les développerai pas non plus, juste je vais les citer. D'ailleurs, bon, les questions sont provocantes, donc je retire la 3e. La première, c'est pour tout cela, il faut de la confiance. De fait, les institutions et l'idée d'intérêt général, l'idée de valeurs communes, de valeurs partagées, ça repose d'une certaine façon sur la confiance. Où est-ce que ça se construit? Bien sûr, à tous les niveaux. Mais il y a un moment où c'est clairement le politique qui doit s'emparer du problème. Question,
comment fait-on lorsque le politique a perdu toute considération et toute crédibilité? Ma deuxième question concerne le niveau auquel ceci doit se construire. Je veux dire l'espace géographique dans lequel on doit le construire. Il y a deux tendances centrifuges, celle de l'Europe d'un côté et celle du local de l'autre. Pour l'Europe, les choses sont simples. La seule politique a été une politique de la concurrence. Et dans le cas dont nous parlons, c'est-à-dire la cohésion sociale, les politiques sociales, l'Europe a toujours invoqué sur ce plan le principe de subsidiarité. Donc pour l'Europe, imaginez qu'on va reconstruire un contrat social en Europe, c'est une illusion, et une illusion destructrice. Quant au local, il n'a évidemment pas la dimension nécessaire, et donc la conclusion, c'est évidemment que c'est au niveau de la nation que tout ceci doit se passer, sauf que l'illusion européenne et l'illusion du local sont en train de grignoter la légitimité de la nation. J'en resterai là. Merci Jean-Paul pour ces questions extrêmement stimulantes. Nous n'oserons pas te demander quelle était la troisième. Déjà, si Corinne le demandera après. Juste, moi, je me posais une question, peut-être, si je veux lancer les opérations. Enfin,